On a tous en tête les scènes de panique sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. Depuis dimanche, ces Afghans qui cherchent à fuir leur pays en s'accrochant aux ailes des avions. Mais il y a des dizaines de personnes, de journalistes, de chauffeurs, de cuisiniers, de traducteurs qui ont aidé les Américains comme les Français, les Occidentaux et qui savent aujourd'hui qu'elles sont des cibles faciles. La France va les aider autant que possible, a dit hier soir Emmanuel Macron. Doit-on craindre que le pays redevienne aussi un sanctuaire d'Al-Qaïda? Beaucoup de questions et on en parle ce midi encore avec nos invités, Marine. Oui, et pour en parler aujourd'hui, deux invités. Nous sommes avec Jessica Lesque, qui est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des réfugiés et qui représente 70 familles en demande de réunification familiale. Bonjour Jessica Lesque. Bonjour. Nous sommes aussi avec Dominique Trinquant, qui est général, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Je vais commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Jessica Lesque. On le disait, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous êtes l'une des spécialistes dans le droit des réfugiés. Vous représentez surtout ces 70 familles afghanes qui sont en demande de réunification familiale. Qu'en est-il de la situation de ces familles que vous suivez exactement depuis l'entrée des talibans dans Kaboul, Jessica Lesque? Bien, écoutez, on essaye pour l'instant de les localiser. Certains d'entre eux sont actuellement devant l'ambassade de France à Kaboul, demandent aux autorités françaises d'être évacués par le pont aérien. Elles demandent en urgence à ce que leur situation soit sécurisée et à être ramenée vers une zone sûre. Mmh. Oui, donc pour l'instant, vous essayez d'avoir de leurs nouvelles, ou en tous les cas de savoir ce qu'elles sont en train de vivre. Exactement. Ces familles ont le droit, en tous les cas, sur le plan légal, de rejoindre leurs proches qui sont déjà en France, c'est ça, leur situation? Alors, ces familles, ce sont effectivement des personnes qui sont les femmes, parfois les maris, mais la plupart du temps les femmes et les enfants, de personnes qui ont été reconnues réfugiées en France ou qui sont protégées par la France du fait de la Convention de Genève sur le statut de réfugié de 1951 et qui ont donc effectivement le droit d'être en France. De nombreuses familles afghanes demandent donc la réunification familiale avec leurs proches qui sont résidents en France et attendent en réalité depuis des années de se voir délivrer un visa du fait de la lenteur des autorités françaises, du fait de la fermeture initialement de l'ambassade de France à Kaboul à la suite d'un attentat, du fait de la reprise de ces dossiers par l'ambassade de France à Islamabad qui a ensuite fermé en avril et dans un contexte où évidemment la situation sanitaire liée au coronavirus a étendu encore plus ces délais. Oui. Aujourd'hui, le délai justement, il est trop long. Il a été plusieurs fois dénoncé d'ailleurs par des avocats comme vous, mais aussi par des organisations humanitaires en disant ce délai est au-delà du raisonnable de traitement des dossiers. C'est effectivement un délai totalement déraisonnable. La France les autorités françaises ont l'obligation d'enregistrer et d'instruire les demandes de visa dans les meilleurs délais. Alors les meilleurs délais, ça ne peut pas non plus s'étendre à des années puisque parallèlement, on a dans notre corpus législatif et réglementaire des dispositions qui nous font penser qu'au-delà de 8 mois, on est déjà dans un délai déraisonnable. En tout état de cause, 2 ans à 3 ans pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale est absolument contraire non seulement au texte, mais également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, je le rappelle, demande et impose la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d'une procédure de regroupement familial plus favorable, plus rapide et de répondre aux nécessités de souplesse, de célérité et d'effectivité par les autorités diplomatiques et consulaires. Qui sont ces Afghans qui sont déjà en France ou Afghanes qui sont déjà en France? Sont des Afghans qui ont travaillé pour la France à l'époque où l'armée française était présente jusqu'en 2014?
Il y a de nombreux profils en fait. Parmi mes clients, il y a effectivement des personnes qui ont été chauffeurs pour l'OTAN, par exemple, qui ont travaillé en tant que traducteurs pour les autorités françaises, mais il y a aussi également des pères de famille qui, s'étant opposés aux forces talibanes, en fait, ont été poursuivis et n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur pays d'origine. Je pose cette question, mais Jessica Alex, parce que je posais la même question au général Dominique Trinquant. Je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. L'armée française a utilisé combien on va dire, de personnalités de la société civile pour faire tourner ses bases, pour avoir des traducteurs, avoir des gens qui tout simplement les aident dans leur mission qui était la leur quand la France avait envoyé donc ses soldats auprès en Afghanistan? Bon, la première chose qu'il faut préciser, c'est que l'armée française n'est plus présente en Afghanistan depuis 7 ans. Oui. Donc il y a un grand trou qui s'est passé. Donc je pense que dans les gens qui demandent à venir en France, il y a des gens qui ont servi l'armée française, puis qui ont servi d'une autre façon, soit l'OTAN, comme ça vient d'être cité, soit d'autres forces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les chiffres, le président hier annonçait 800 personnes qui avaient été rapatriées en France. Alors les personnes, comme viennent de le dire Madame, les gens qui ont servi, c'est assez facile. Il y avait des registres, ils étaient payés, donc ça c'est facile. Le problème, c'est pour les familles après, familles au sens large. Donc ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 types de gens qui peuvent rejoindre la France. La première, les personnes qui ont servi directement les armées françaises ou l'ambassade, ou l'hôpital de Kaboul. Enfin, il y a différentes choses. Les deuxièmes, ce sont les familles qui sont rattachées, donc qui ont le droit de les rejoindre. Et puis les troisièmes qui ont été cités, dont on parle pas là, mais qui ont été cités par le président. La France se fait un devoir de protéger aussi les gens qui ont été engagés pour les droits de l'homme, des journalistes, des artistes, etc., et qui pourraient être les cibles de talibans. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué en fait à établir, mais ce sont des gens qui vont également demander à pouvoir bénéficier de la protection française. Bien sûr, alors on entend effectivement, et on reviendra sur ce qu'a dit le chef de l'État hier soir, Dominique Trinquant, mais ce qu'on entend aussi, Jessica Alex, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste dans le droit des réfugiés. Vous représentez au barreau de Paris ces 70 familles afghanes qui cherchent à faire venir leurs proches dans le cadre du regroupement familial. Toute la difficulté de constituer ces dossiers. Alors depuis dimanche, l'ambassade de France est rapatriée sur le tarmac à Kaboul, on est bien d'accord. Pour les traitements des dossiers, tout ça doit être bien compliqué aujourd'hui. Oui, effectivement. Il semble que l'ambassade de France autorise l'entrée à l'intérieur de l'ambassade de certaines familles à condition qu'ils justifient du dépôt de leur demande de réunification familiale. Ceci étant, ils ont l'air parallèlement, en tout cas selon les informations dont je dispose de la part de mes clients, de demander des documents dits officiels. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils entendent par officiel, parce que à partir du moment où la justification d'un dépôt a été effectuée, avec une justification de l'identité des personnes qui l'ont déposé, pour l'instant nous ne savons pas très bien ce qu'ils attendent pour prendre en charge ces personnes, qui, je le rappelle, ont le droit de venir en France et de vivre en France pour se réunir avec leurs familles réfugiées protégées par l'État français. Oui, bien sûr. Elles savent qu'elles sont ciblées aujourd'hui, qu'elles sont elles sont clairement identifiées. Qu'est-ce qu'elles vous en disent? Est-ce que pour l'instant, ce ne sont que des craintes? Jessica Alex. Oui, pardon. Elles savent, c'est-à-dire les familles afghanes? Oui, absolument. Elles sont clairement identifiées comme telles. De nombreuses familles sont en fait en danger. Donc l'identification en tant que telle de ces personnes, parce qu'elles sont les familles de réfugiés en France, est existante effectivement. Dans le chaos actuel, je ne peux vous répondre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Le traitement de ces dossiers, il dure depuis combien de temps finalement? Parce que là, vous dites que c'est un délai déraisonnable. Ce sont des dossiers qui traînent depuis combien de temps pour ces familles qui ont le droit d'être là? Moi, le plus ancien dossier que j'ai au sein de mon cabinet date de 2018, donc c'est quand même 3 ans. Et ce que l'on a comme information, c'est que des milliers de dossiers, alors on a un chiffre de 3500 dossiers qui était le chiffre annoncé par le ministre de l'Intérieur devant le tribunal administratif de Nantes, de ces 3500 dossiers qui ont été déposés devant l'ambassade de France à Islamabad, puisqu'en fait c'était l'ambassade qui était mandatée pour traiter des demandes de réunification familiale des familles afghanes, et que 1500 de ces dossiers datent de 2019. Voilà. Oui, 2019, ça fait quand même effectivement un délai extrêmement long. Qu'est-ce que vous avez pensé, Maître Lex, de la prise de position d'Emmanuel Macron hier soir, qui annonce qu'il il va y avoir une action coordonnée pour recevoir ces réfugiés, mais pas tous. Visiblement, il y aura un choix dans ce qui sera possible de faire, d'accueillir parmi des réfugiés afghans. Vous avez senti quoi? Une volonté politique de calmer le dossier ou pas? Écoutez, les propos d'Emmanuel Macron ont été les suivants. Il faut anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. Après la chute de Kaboul entre les mains des talibans, d'une part, c'est une intervention tout de même qui me paraît extrêmement indigne en fait par rapport à la tradition française d'accueil et d'asile et du droit d'asile. Mais d'autre part, s'agissant des familles de réfugiés, il n'est pas question, il me semble, de faire des différenciations. Toutes ces personnes ont le droit de venir en France. Je rappelle quand même que les familles de réfugiés, la raison pour laquelle elles ont le droit de venir en France, c'est que l'unité de famille, qui est un droit essentiel du réfugié, ne peut se faire dans un autre pays que la France. Pour une simple raison, c'est qu'en fait, le proche qui est réfugié en France ne peut plus se rendre en Afghanistan. Donc le seul endroit où ils peuvent se réunir, c'est donc la France. Donc il n'y a aucune raison en fait de faire des différenciations, et il me semble que la seule voie aujourd'hui possible compte tenu de ce chaos, c'est le pont aérien. Oui, un pont aérien qui signifierait effectivement on va d'exfiltrer tout simplement toutes ces familles. On va s'arrêter un court instant dans cette émission. Jessica Lex, je rappelle, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des réfugiés, qui représente 70 familles qui ont demandé donc la réunification familiale. Et vous aussi, Dominique Trinquant, général ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On n'a pas fini d'évoquer ce dossier afghan avec les répercussions que ça va avoir évidemment sur la politique internationale et la politique française. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 13h et avec vous également 0826 300 300. On continue de parler de la situation en Afghanistan depuis les événements qui se sont accélérés ce week-end. On est toujours en ligne avec maître Jessica Lex, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des réfugiés, et vous êtes l'avocate de 70 familles afghanes qui demandent à être rapatriées vers leurs proches qui sont déjà en France. Et vous, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Alors évidemment, ce qu'il se passe en Afghanistan, vu l'émotion que ça suscite d'ailleurs, que ce soit dans la classe politique, sur les réseaux sociaux, l'information qui aujourd'hui traitée dans le monde entier, tous les radars sont focalisés sur cette partie du monde. Dominique Trinquant, est-ce que on peut craindre que finalement aujourd'hui, avec le retour des talibans, j'allais dire tout ça pour ça, mais ce pays redevienne finalement le sanctuaire d'Al-Qaïda, du terrorisme international, tout simplement? Alors, juste avant, je voudrais revenir sur les propos tenus avant. Il faut faire attention aux mots qui sont employés. Le président a employé les mots d'immigration irrégulière. Donc, évidemment, les dossiers qui sont traités par Madame l'avocate et les familles sont des immigrations régulières. Elles font l'objet de demandes. En revanche, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une espèce d'appel d'air vers l'immigration. On l'a bien vu sur la base de Kaboul hier, parce qu'il y a une peur probablement rationnelle de l'arrivée des talibans, et je vais y revenir. Mais il ne faudrait pas que les forces vives
et c'est le mot employé également par le président, les forces vives afghanes quittent l'Afghanistan. Parce que aujourd'hui, le problème du poids des talibans en Afghanistan, c'est d'abord le problème des Afghans. Je rappelle qu'en 2001, lorsque la première intervention est arrivée, ça a été une victoire contre le Taliban. Et ça a été une victoire, pourquoi? Parce que c'était une alliance avec la Ligue du Nord et avec des Afghans. Alors pour revenir plus directement à votre question, oui, il y a deux risques. Le premier, c'est que il faudrait rappeler que toute cette situation qui est un peu émotionnelle et dramatique aujourd'hui repose sur un accord passé entre les Américains et les talibans en 2020, l'accord de Doha, et dans lequel il est bien stipulé que les talibans s'engagent à ce que l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour les terroristes. Alors, respecteront-ils cet accord ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les talibans luttent contre l'État islamique en Afghanistan. Donc, tant qu'ils luttent entre eux, j'allais dire, on est à peu près protégé sur le fait qu'ils aillent à l'extérieur. En revanche, je pense qu'il y a un phénomène beaucoup plus important, c'est que cette victoire des talibans en Afghanistan montre que la charia va être appliquée dans ce pays. Or, nous, Français, nous sommes, comme vous le savez, engagés au Sahel pour que la charia ne soit pas appliquée au Sahel, avec l'accord, bien sûr, des gouvernements locaux. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'échos en ce moment qui viennent du Sahel, de Sahéliens, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, qui sont inquiets parce qu'ils disent « les prochains, c'est nous ». Et donc là, il y a effectivement une menace de façon à ce que, si vous voulez, cette victoire très médiatisée, en particulier par les images sur l'aéroport, ce sont les seuls qu'on voit, eh bien... Oui, et puis il y a l'histoire de l'hélicoptère au-dessus de... Et puis il y a l'histoire, la photo de l'hélicoptère au-dessus de l'ambassade américaine qui en rappelle d'autres. Mais Dominique Trinquant, évidemment, aujourd'hui, on voit bien que on est en train d'assister à un jeu diplomatique aussi international. Que penser de la position de la Chine et de la Russie, de la position européenne aussi, puisqu'on a entendu hier soir Emmanuel Macron qui disait qu'il allait se coordonner et avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne. Et surtout, est-ce qu'on peut dire aussi de manière simpliste que les talibans de 2021 ne sont plus ceux d'il y a 20 ans? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bon, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, il y a deux sortes de talibans. Ceux qui négocient à Doha ont l'habitude de négocier avec les Américains. Ils ont envoyé des délégations en Chine et à Moscou avant les opérations de la semaine dernière. Donc, ils ont pris des dispositions diplomatiques. En revanche, les talibans du terrain, si j'ose dire, des vallées, sont beaucoup plus rustiques. Et eux, l'application de la charia va probablement varier d'une vallée à une autre. Il faut noter aussi que les talibans ont annoncé ce matin à tous les fonctionnaires qui travaillaient en Afghanistan, allez reprendre votre travail, il y a une amnistie, vous ne serez pas inquiétés. Les talibans ont intérêt à ce que l'Afghanistan fonctionne. Et donc, ils vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin, mais je pense que ça ne sera pas partout le cas. Il y a des zones dans lesquelles ça va être plus difficile. Et puis, il y a le cas particulier de Kaboul. Parce que Kaboul, on le voit bien aujourd'hui, il y avait le rêve occidental qui s'était implanté à Kaboul. C'est pas du tout le cas dans les provinces reculées en Afghanistan. Et donc, ce rêve occidental, il y est mis fin aujourd'hui. Pendant 20 ans, la population afghane est très très jeune. Et pendant 20 ans, on a élevé ces jeunes dans la région de Kaboul et ailleurs, dans la possibilité d'installer la démocratie, le droit des femmes et un peu le rêve occidental. Eh bien, ce rêve, les talibans y mettent fin, et à Kaboul, ça va être plus compliqué qu'ailleurs. Autrement dit, vous êtes en train de nous expliquer finalement que les talibans, pardonnez-moi, c'est peut-être simpliste encore une fois ce que je dis, mais cherchent une reconnaissance internationale aujourd'hui? Oui, ils veulent trouver une place. Ils ont besoin des autres nations. La Chine a déjà une mine de cuivre. Emmanuel Macron a parlé de lutter contre l'obscurantisme hier soir. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais attendez, il a parfaitement raison. L'installation des talibans et d'un califat avec l'application de la charia, c'est de l'obscurantisme. Ceci étant, le président Macron comme le président Biden ont reconnu qu'importer la démocratie dans un pays comme ça n'était pas possible non plus. Donc il va falloir négocier et parfois on est obligé de négocier avec le diable.
Donc ça veut dire, Dominique Trinquant, et ça sera ma dernière question, que d'intervenir comme cela dans les pays, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échecs finalement sur la scène internationale et sur la politique militaire. Est-ce que les nations, est-ce qu'à l'ONU, il va y avoir une réflexion autour de ces interventions militaires qui se déroulent à des milliers de kilomètres pour essayer d'instaurer un État qui... Oui, tout à fait. Les objectifs de guerre sont très importants. Le premier objectif, qui était de chasser les talibans qui n'avaient pas laissé qui avaient protégé Oussama Ben Laden, était un objectif de guerre atteignable et il a été atteint. En revanche, instaurer la démocratie, ceci n'est pas atteignable. Simplement un petit parallèle avec le Sahel, ceci n'a rien à voir. Au Sahel, il y avait des démocraties, il y a des États qui ont demandé à la France de les aider pour que le califat ne s'installe pas au Sahel. Donc la position est assez différente. Allez, on va au 0826 300 300, on va retrouver Marie-Claire qui nous appelle. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez la parole, Marie-Claire. Oui, bonjour. Alors, je voulais demander à Dominique Trinquant. Attendez, je vais baisser ma radio. Allez-y. Tout simplement, quelle va être, parce qu'on sait très bien que la Chine va négocier. La Chine ne se retire pas, la Russie non plus. Donc maintenant, la Chine et la Russie, on connaît toutes les richesses des terres Afghanistan. Bon, je voudrais savoir quelle va être la position des talibans vis-à-vis de la Chine au sujet de la maltraitance des Ouïghours. Est-ce que vous pensez que ils vont avoir parce que la Chine va aider les talibans, bon, faut pas se leurrer, il va y avoir des négociations, la Chine a déjà beaucoup investi en Afghanistan, mais est-ce que les talibans peuvent avoir une pression sur la Chine pour les maltraitances des Ouïghours, enfin sur le sort qui est réservé aux Ouïghours, en sachant qu'effectivement il y a une toute petite frontière de près de 90 km entre la Chine et l'Afghanistan. Dominique Trinquant. Oui, alors frontière au passage très peu perméable, elle ne fait que 80 km et en plus elle est en pleine montagne. Mais c'est ce qu'on appelle une négociation, c'est-à-dire que les Chinois dont les talibans ont besoin en Afghanistan vont négocier le fait que les talibans ne vont pas intervenir au profit des Ouïghours. Dans un premier temps, je le répète, les talibans vont réinstaller un État à leur image en Afghanistan. Et ils vont lutter contre l'État islamique qui est un concurrent en Afghanistan. Donc c'est leur première action. Les actions vers l'extérieur, pour l'instant, ils se sont engagés à ne pas en faire. Donc ça va être tout l'objet de la surveillance qu'il va falloir avoir pour savoir si les frontières sont bien perméables et s'il n'y a pas d'influence ailleurs, y compris en Chine. Voilà Marie-Claire, la réponse de Dominique Trinquant. Merci à vous d'avoir appelé au 0826 300 300. Je termine avec une dernière question à tous les deux. Ce flux migratoire aujourd'hui dont a parlé Emmanuel Macron hier soir, est-ce qu'il est réel ou est-ce que ce sont les pays frontaliers finalement qui vont être les premiers à voir arriver éventuellement des Afghans qui cherchent à fuir le régime des talibans? Jessica Lex, je vous pose la question d'abord à vous et après Dominique Trinquant. Alors, j'ai pas de réponse exacte à vous apporter. Néanmoins, ce qu'on peut constater à travers le monde, c'est que la plupart du temps, lorsque des flux migratoires existent, ils atteignent en premier lieu, les personnes atteignent d'abord, évidemment, les pays limitrophes, et ils séjournent, ils restent en fait. Donc, finalement, la majorité des réfugiés se trouvent actuellement dans les pays limitrophes de leur pays d'origine. Donc c'est effectivement peut-être les mots sont peut-être un peu forts, Dominique Trinquant, sur ces flux migratoires dont on entend parler. Rappelons que Kaboul c'est 6000 km de Paris. Oui, mais pour compléter ce qui vient d'être dit, en plus, les pays limitrophes, Tadjikistan, Ouzbékistan, Iran, ont des liens tribaux familiaux avec les populations afghanes. Et donc, ils peuvent trouver refuge et installation. Ensuite, pour venir en Europe, le chemin est long. Il faut traverser l'Iran, la Turquie, les Balkans et venir en Europe. Donc, à part ceux dont nous avons parlé au départ, qui vont bénéficier d'un pont aérien pour les rapatrier en Europe, pour le reste, le flux ne va pas être conséquent. Je rappelle que les talibans, en plus, ont pris la précaution de fermer toutes les frontières et de les contrôler déjà il y a plusieurs semaines.
Merci infiniment tous les deux. Dominique Trinquant d'avoir été avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, Jessica Lex, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des réfugiés. On referme cette page consacrée à la situation internationale, la situation en Afghanistan. L'histoire s'écrit devant nous.